Chaque fois que tu ouvres Ledger Live pour vérifier ton solde, par exemple, l'application fait quelque chose de précis. Elle envoie une requête à un serveur, à un des serveurs de Ledger. Ce serveur reçoit ta demande et cette demande, elle reçoit deux informations. À la fois ton adresse IP et ta localisation sur Internet directement liée à ton foyer ou ton lieu de connexion, ainsi que l'adresse Bitcoin que tu surveilles. On peut donc relier ton adresse Bitcoin à ta localisation, donc à toi, donc à ton identité, donc tu n'es pas anonyme. Et donc un État qui le lui demanderait ou quiconque aurait réussi à compromettre ses serveurs peut alors relier ces deux informations. Il sait donc qui tu es et il sait quelle adresse Bitcoin tu surveilles et il peut donc reconstituer une partie de ton patrimoine. Ce n'est pas hypothétique, ce n'est pas non plus de la paranoïa, c'est le fonctionnement technique et réel du réseau. Et tout ça, c'est documenté. La question n'est donc pas de savoir si tu as quelque chose à cacher ou non, la question est plus fondamentale que ça. Est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre ait le pouvoir de décider ce que tu peux faire avec le fruit de ton travail? Pour moi, la réponse est clairement non. Et c'est pour ça que les nœuds Bitcoin me semblent centraux. Pas comme un gadget technique pour passionner, mais comme une réponse concrète à une question philosophique sur la propriété et la liberté. Alors concrètement, un nœud Bitcoin, c'est quoi? Je vais te donner une analogie car elle n'est pas parfaite, mais elle capture au moins l'essentiel. Imagine que Bitcoin soit une langue. Une langue que parle un réseau de dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Ces gens communiquent entre eux, ils transmettent des messages, ils vérifient que ces messages sont corrects, et ils gardent une copie de toute l'histoire de leurs échanges depuis le début. Quand tu n'as pas de nœud Bitcoin, tu ne parles pas cette langue toi-même. Tu as un traducteur, Ledger, Coinbase ou n'importe quel autre service tiers. Et chaque fois que tu veux savoir ce qui se lit dans ce réseau, tu demandes à un traducteur. Et là, il te répond. Mais tu dois donc lui faire confiance. Tu ne peux pas vérifier par toi-même. Les choses changent complètement quant à ton propre nœud Bitcoin, car tu parles la langue directement. Tu te connectes au réseau, tu reçois les messages, et tu les vérifies toi-même avec tes propres règles. Tu n'as plus besoin de faire confiance à personne d'autre à part les règles du protocole, des règles que des milliers de personnes ont écrites, auditées et testées, puis maintenues en place depuis plus de 15 ans. C'est ça un nœud Bitcoin. C'est toi qui parles à Bitcoin directement. Mais cette analogie cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant philosophiquement. Dans tous les systèmes monétaires qui ont existé avant Bitcoin, l'or, le franc, l'euro, la vérification de la valeur dépendait toujours d'un tiers. Tu faisais confiance à la banque centrale pour que les billets qui soient émis et que tu peux utiliser, qui sont en circulation, soient de vrais billets. Tu faisais confiance à l'État pour que les pièces soient en or véritable. Bitcoin, lui, il change complètement la donne. Car Bitcoin est le premier système monétaire de l'histoire où tu peux vérifier par toi-même, indépendamment de n'importe quelle autorité, qu'elle soit publique ou privée, et que les règles soient ou non respectées. Tu peux vérifier que personne n'a créé de Bitcoin en dehors de ces règles, que ta transaction, elle est valide et que personne ne te ment. Ton nœud, c'est ça. C'est ta capacité à ne jamais avoir à faire confiance à personne. Pas à Ledger, pas à Coinbase, à personne. Techniquement, un nœud Bitcoin, c'est un ordinateur connecté à Internet qui télécharge l'intégralité de la blockchain, le grand registre comptable de toutes les transactions Bitcoin depuis le premier bloc qui a été émis en 2009. Et un nœud Bitcoin, c'est aussi ce qui le maintient à jour en temps réel. Ce registre pèse aujourd'hui entre 360 et 672 gigaoctets selon la version que tu utilises. Il grossit d'environ 1 mégaoctet toutes les 10 minutes et ton nœud accomplit 3 missions en permanence. Mission numéro 1, veiller sur les 21 millions de Bitcoin. Car Bitcoin, comme tu le sais, a une règle absolue. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, quoi que décide un gouvernement, une banque centrale, un mineur qui serait plus puissant que les autres, ça n'y change rien. Et ton nœud, il vérifie en continu que personne ne triche. Si un mineur essaye de créer des bitcoins au-delà de cette limite, ton nœud va détecter l'anomalie et rejeter le bloc. Et cela automatiquement, sans te demander ton avis, sans attendre d'instruction d'une autorité centrale. Pense à ce que cela signifie vraiment. Dans le système bancaire actuel, qui aujourd'hui vérifie que la Banque centrale européenne n'a pas émis trop d'euros? Personne.
Tu dois leur faire confiance à cette institution. Avec Bitcoin, la vérification est distribuée entre des dizaines de milliers de nœuds dans le monde entier, dont le tien. Donc tu ne leur fais pas confiance, tu vérifies par toi-même. Mission numéro 2, empêcher la double dépense. C'est le problème fondamental que Satoshi Nakamoto a résolu en 2009. Et c'est aussi ce qui a rendu Bitcoin possible. Car avant Bitcoin, personne n'avait réussi à créer une monnaie numérique sans autorité centrale pour empêcher qu'on dépense le même argent 2 fois de suite. La solution de Satoshi est assez simple. Il a décidé de faire en sorte que des milliers de nœuds gardent chacun une copie de l'historique complet. Aucune transaction n'est donc acceptée si elle contredit une transaction qui est déjà enregistrée. Et chaque transaction est liée aux précédentes. Ton nœud est donc l'un des gardiens. Sans toi et sans tous les autres qui font la même chose, le système ne peut pas tenir à long terme. Mission numéro 3, juger les mineurs. C'est la mission la moins comprise et la plus importante politiquement. Les mineurs sont puissants. Ils consomment énormément d'électricité pour créer de nouveaux blocs. Ils investissent des millions en machines. Et dans l'épisode sur Big Block Data Center, je t'ai montré l'ampleur de cette industrie. Des conteneurs dans des zones de guerre, des fermes en Sibérie, une entreprise qui essaye de gérer jusqu'à 800 MW de surplus énergétique à travers le monde. Mais les mineurs, aussi puissants soient-ils, ne peuvent pas décider des règles. C'est le réseau de nœuds Bitcoin qui décide de ces règles. Et l'histoire l'a déjà prouvé. En 2017, par exemple, les plus grandes poules de minage, notamment en Chine, et qui contrôlaient alors une majorité du hash rate mondial, ont essayé de bloquer une mise à jour du protocole appelée SegWit. Ils avaient des intérêts économiques pour une autre solution. Et ils ont perdu. Parce que les opérateurs des nœuds ordinaires, des gens comme toi et moi, ont fixé une date d'activation et ont dit, à partir de cette date, on rejette tout bloc qui ne supporte pas SegWit. Les mineurs ont alors eu le choix, s'aligner à cette nouvelle décision qui a été prise, ou travailler pour rien, et ils se sont donc alignés. Ton nœud, c'est donc aussi un pouvoir de vote, permanent, silencieux, mais réel. Et il y a aussi quelque chose sur les nœuds Bitcoin que je n'arrive toujours pas à trouver banal, et pourtant ça fait quand même longtemps que je m'y intéresse. Certains nœuds tournent sur des satellites en orbite autour de la Terre. Blockstream Satellite diffuse par exemple en permanence la blockchain Bitcoin depuis l'espace, accessible depuis n'importe quel point du globe avec une antenne adaptée, ce qui signifie que même si tous les câbles sous-marins étaient coupés, Bitcoin, lui, pourrait continuer à fonctionner grâce à ces satellites dans l'espace. Une partie du réseau est donc littéralement dans l'espace, inaccessible à n'importe quelle juridiction terrestre. Aucun tribunal, aucune loi, aucune injonction ne peut atteindre un satellite en orbite. Et ce n'est pas non plus une start-up qui peut faire faillite, ce n'est pas un service commercial qu'on peut éteindre sous pression d'un régulateur, c'est une infrastructure physique distribuée sur plusieurs couches, terrestres, sous-marines et spatiales, et chaque nœud que quelqu'un comme toi fait tourner dans ton salon ajoute une maille de plus de sécurité à ce réseau. Mais est-ce que c'est vraiment accessible pour quelqu'un comme toi et moi? La réponse honnête, c'est oui. Et voilà les chiffres réels. Le Raspberry Pi 4, c'est un micro-ordinateur de la taille d'un livre de poche. Il tient dans une main, il consomme entre 5 et 10 watts, c'est-à-dire quasiment rien, à peine plus qu'une veilleuse. Il coûte moins de 100 € pour une seule carte, environ 200 € avec le boîtier et la SSD. Bon, je t'avoue que la SSD est obligatoire, donc on en est à peu près à 300 €. Parce qu'avec un disque dur classique, ce serait trop lent pour suivre le rythme des nouveaux blocs. Il te faut donc un minimum d'1 téraoctet parce que la blockchain grossit en permanence. Et une fois que tu as acheté ça, tu branches ça à ta box, tu installes le logiciel et tu laisses tourner. Sans bruit, sans impact notable sur ta facture. La seule contrainte, c'est la synchronisation initiale. Et ça prend quand même pas mal de temps. La première fois, le nœud doit télécharger et vérifier 14 ans d'historique. Avec une bonne connexion fibre, t'en as environ pour 14 heures. Moi, j'ai mis, comme je te le disais, au moins une journée. Mais ça peut aller encore plus loin parce qu'avec une connexion assez lente, tu peux mettre jusqu'à une semaine. Et c'est le seul moment où ça te demande de la patience. Après, si toi tu n'as pas envie de te battre avec la configuration, il existe aussi l'Umbrel Home. C'est une solution intégrée, c'est un petit boîtier compact, sobre. Tu le branches, tu suis les instructions à l'écran et c'est parti. Bon, maintenant ça te coûte un peu plus de 400 €.
Ça a pris une sacrée inflation, mais bon, si tu as envie de mettre un peu plus d'argent, je pense que c'est plus intéressant parce que tu peux faire encore plus de choses avec l'Umbrella Home que juste avoir un nœud Bitcoin. Mais la différence significative entre le Raspberry Pi et l'Umbrella Home, c'est que le Raspberry Pi, c'est plutôt un vélo que tu assembles toi-même, et l'Umbrella Home, c'est le vélo déjà assemblé. Les deux t'emmènent entre guillemets au même endroit. Moi, j'ai choisi un Umbrella Home et je t'expliquerai dans le prochain épisode pourquoi j'ai décidé de ne pas utiliser Bitcoin Core dessus. Parce que ça, c'est encore un autre aspect de la souveraineté autour de Bitcoin et qu'il faut réfléchir. Un aspect basé sur la confiance, la centralisation et ce que ça signifie de vraiment choisir ses propres règles. Mais on n'en est pas encore là. Avec un Sparrow Wallet connecté à ton nœud via Tor, ça te permet de fermer la boucle. Sparrow, c'est l'un des meilleurs wallets Bitcoin disponibles. Tor va masquer ton adresse IP même aux autres nœuds, et aussi d'ailleurs à ton fournisseur d'accès Internet, qui ne pourra plus voir que tu utilises Bitcoin. Avec tous ces éléments en place, tu auras une connexion totalement privée, des transactions totalement souveraines. Et maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'un peu plus concret, de ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vérifié une transaction Bitcoin depuis mon propre nœud. Pas de la fierté, pas non plus de l'excitation entre guillemets, mais quelque chose de beaucoup plus calme. Quelque chose qui ressemblait à enfin, je suis 100% autonome. Parce que là, pour la première fois, je n'avais plus besoin de faire confiance à personne d'autre qu'à un protocole. Ni à une entreprise comme Ledger, ni à une plateforme comme Codebase, ni à un État, mais juste à un protocole. Un protocole avec des règles que des milliers d'autres personnes à travers le monde ont écrites, relues, débattues, auditées pendant plus de 15 ans et continuent encore à le faire aujourd'hui. Et tout ça appliqué dans mon simple ordinateur, seul, dans un coin de ma pièce, 24 heures sur 24. L'image qui m'est venue, c'est celle d'un agriculteur qui possède sa propre terre pour la première fois. Elle n'est plus en location. Il n'est plus dépendant d'un autre propriétaire. C'est devenu sa terre. Une terre qu'il cultive comme il l'entend, dont personne ne peut le déposséder par décret. Et ça, tant que tu gardes tes clés et que tu fais tourner ton propre nœud, personne ne peut te l'enlever. Malgré tout, il y a quand même une étape à laquelle on ne pense pas souvent. Le moment où cette infrastructure, ton nœud, ta machine, ton énergie, commence à produire autre chose que de la souveraineté. Je m'en suis rendu compte en discutant avec un agriculteur dans un marché local. Un type qui vend ses fruits et légumes directement sur son stand. Pas une grosse exploitation industrielle, juste quelques hectares, beaucoup de travail et des marges souvent très serrées. On parlait alors ensemble du gaspillage, une tomate trop mûre ou une banane trop avancée, et la valeur d'une partie de son exploitation qui s'effondre. Car ce qui n'est pas vendu dans la journée finit généralement au compost. Je lui ai demandé combien d'argent, combien de fruits et légumes il perdait comme ça, et il m'a répondu sans réfléchir entre 10 et 20%. Pas parce que le produit est mauvais, simplement parce que le timing du marché est brutal. Les fruits mûrissent quand ils veulent, pas quand les clients arrivent. Et c'est là qu'on a parlé d'un outil très utile et à la fois très simple, le séchage. Un fruit frais se conserve quelques jours, un fruit séché peut se conserver des mois. Une pomme invendue aujourd'hui peut devenir une chips de pomme demain. Le problème, c'est juste l'énergie. Il faut un déshydrateur, et un déshydrateur industriel, ça tourne pendant des heures, parfois même pendant toute une nuit. Et l'électricité en France, ça coûte assez cher. Et j'imagine que là tu vois où je veux en venir, car c'est à ce moment précis que je lui ai parlé de la machine de minage de Bitcoin. Parce qu'un mineur de Bitcoin n'est rien d'autre qu'un radiateur extrêmement puissant. L'électricité utilisée pour produire de la chaleur produit également du Bitcoin et elle sert donc à deux reprises. À nouveau, il n'y a rien d'incroyable là-dedans. La technologie existe déjà, les machines de minage existent et les déshydrateurs aussi. Ce qui manque, ce sont les gens qui font le lien entre ces deux mondes. Et je te parle de tout ça dans ma newsletter. Alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus, tu trouveras mon lien en description. Je publie une nouvelle newsletter 2 mercredis par mois et à chaque fois je te propose une idée concrète, chiffrée et actionnable rapidement. 2 nouvelles idées tous les mois pour lancer un business et te générer tes premiers revenus passifs avec Bitcoin. Donc si cela t'intéresse, surtout n'hésite pas. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et j'avais envie de te poser la question qui divise. Est-ce que tu as envie d'acheter ton propre nœud ou pas forcément? Tu en possèdes déjà peut-être un à la maison.
N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. La semaine prochaine, on va essayer d'aller encore plus loin et je te poserai une question que beaucoup de bitcoiners évitent. Aujourd'hui, 96% du réseau Bitcoin tourne sur un seul logiciel hébergé sur des serveurs d'une plateforme que Microsoft a racheté en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Il s'agit de Bitcoin Core. Et à ton avis, est-ce que la souveraineté que Bitcoin promet est vraiment réelle ou elle est conditionnée à la bonne volonté d'un petit groupe de développeurs que tu n'as jamais vraiment élu? On en parle ensemble la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à dimanche prochain sur S'émanciper.